Elle porte le nom du dieu romain de la guerre. Cette planète rouillée dans le ciel étoilé est depuis des siècles la source d'interrogation. Pourrait-elle abriter une civilisation rivale de la nôtre? Est-ce vraiment un visage que l'on voit à sa surface? Cette mystérieuse voisine du système solaire nous captive encore aujourd'hui. Elle pourrait être la base d'une future colonisation et conserve des secrets biologiques vieux de 4 milliards d'années. Mars, la planète rouge, détient peut-être la clé de notre avenir et celle de notre passé. Si les êtres humains ont un jour habité une autre planète du système solaire que la Terre, c'est certainement Mars, la planète rouge, qui paraît la candidate toute désignée. Un visiteur venu de la Terre verrait ici de nombreux paysages qui lui rappelleraient ceux de chez lui. Comme le désert de Mojave, en Californie du Sud. Pour le géologue, astronome et biologiste Ken Nielsen, ce désert ressemble tellement à Mars qu'il vient ici pour essayer de mieux comprendre les conditions qui règnent sur la planète rouge. Quand vous vous promenez ici dans ces dunes, ce que vous voyez ressemble tout à fait au paysage que l'on trouve sur Mars. Ensuite, si vous commencez à observer autour de vous, vous verrez des collines rouges, pleines d'oxyde de fer, comme sur Mars. Mars est pleine de fer oxydé, c'est-à-dire rouillé. Il se transforme en particules de poussière. Et en plus des dunes magnifiques, on y trouve une atmosphère rouge qui couvre parfois toute la surface de la planète. Il y a d'énormes tempêtes de poussière. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la planète rouge. Si une grande partie du sol martien ressemble à celui de la Terre, certains paysages géologiques dépassent tous ceux qu'on peut trouver sur notre planète. Une montagne, appelée Olympus Mons, le nom latin du mont Olympe, est le sommet le plus haut de tout le système solaire. C'est à l'heure actuelle un volcan en sommeil, qui s'élève à 25 000 mètres. Si vous dessinez l'Olympus Mons, et à côté l'Everest et la grande île d'Hawaï, même en partant de la surface de l'océan, ces deux derniers ont l'air de petites collines comparées au sommet de Mars. Cette montagne est si vaste et sa base tellement immense que l'on peut être sur un de ses versants et ne pas se rendre compte qu'on est sur un volcan avant d'arriver au sommet. Pourtant, aussi extraordinaire qu'apparaisse la surface de Mars, c'est un endroit très rude et inhospitalier. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. La fusée Delta II décolle et emporte vers Mars l'esprit de la Terre. Elle est froide, sèche et désolée. Il y a des tempêtes de poussière qui peuvent assombrir le ciel pendant des semaines, et parfois même des mois. Toutes les nuits, les températures descendent à plus de 100 degrés au-dessous de zéro. Ajoutons à cela que l'atmosphère ne contient pas d'oxygène. L'air martien et ses rares formations nuageuses sont presque entièrement composés de dioxyde de carbone. Ce n'est pas un endroit très sympa. Vous ne serez pas heureux là-bas.
Mars est petite par rapport à la Terre, puisqu'elle est 2 fois moins grande. Et la distance qui nous sépare est de 51 millions de kilomètres. Elle semble n'être qu'un minuscule globe rouge dans notre ciel étoilé. Et pourtant, elle captive l'humanité depuis des siècles. La planète tient son nom du dieu romain de la guerre. Les Romains associaient ce monde lointain à l'hostilité et à l'agitation, à cause de sa couleur rouge sang et de sa façon particulière de se déplacer dans le ciel. Mars divague. Elle ne fait pas comme les autres astres. Parfois, elle semble même aller à reculons. Ce comportement a intrigué pendant des siècles les observateurs. Mais en 1514, l'astronome polonais Copernic décide d'étudier de près le mouvement planétaire, ce qui le mène à une compréhension révolutionnaire du système solaire. D'après les documents historiques, on pensait alors que la Terre était au centre de l'univers. Et puis Copernic est arrivé et il a dit « Non, la Terre n'est peut-être pas au centre de l'univers. L'explication de tout cela, c'est peut-être que tout tourne autour du Soleil. » Et dès l'instant où les planètes tournent autour du Soleil, on peut expliquer pourquoi la Terre semble dépasser Mars sur son orbite et pourquoi Mars semble divaguer dans le ciel. Elle a l'air d'avancer par là, puis dans l'autre sens. À l'époque où Copernic observait le ciel, Mars et la Terre suivaient leurs orbites respectives depuis 4,5 milliards d'années. Les deux planètes avaient eu le temps d'évoluer de façon très différente. L'une était devenue humide, chaude et riche en oxygène. L'autre sèche, froide et dépourvue d'oxygène. Pourtant, on pense qu'elles n'ont pas toujours été aussi dissemblables. Les scientifiques pensent aujourd'hui que le climat sur Mars a été assez chaud pour que l'eau irrigue abondamment sa surface. Quand on regarde les images satellites de Mars, on retrouve exactement ce qu'on a appris lors des premières missions. C'est-à-dire qu'on n'y trouve pas la moindre goutte d'eau. Pourtant, nous avons des preuves irréfutables de la présence d'eau par le passé. Tout le monde sait que l'eau, en s'écoulant sur le sol, quel qu'il soit, laisse des traces caractéristiques, celles des formations géologiques qui permettent à l'eau de se répandre. Or, quand on regarde les images satellites de Mars, on observe des traces de ce type, ce qui nous amène à la conclusion que Mars, autrefois, était sans doute plus chaude et plus humide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il est certain qu'aujourd'hui, Mars est un désert implacable. Mais alors, que s'est-il passé? Quel processus cosmique a pu provoquer une telle transformation de la 4e planète du Soleil? L'histoire commence dès la naissance du système solaire. Il y a environ 4,5 milliards d'années, notre système solaire est né d'une supernova, ce phénomène qui, après l'explosion d'une étoile, diffuse une masse tourbillonnante de particules moléculaires et de gaz. Celle-ci, appelée nébuleuse, se refroidit progressivement, se condense et se sépare en anneaux de particules. Ces particules ont commencé à s'agréger petit à petit jusqu'à former des planètes. Ce processus d'agrégation a généré de la chaleur et les particules les plus lourdes ont coulé vers le centre de la masse accumulée. Mars est donc formé d'un noyau ferreux. Ce noyau en fusion a généré un puissant champ magnétique qui a entouré Mars comme d'un bouclier protecteur et bloqué les émissions nuisibles du Soleil. Il y a une pression constante qui vient du Soleil et exercée par ce que nous appelons le vent solaire.
C'est un plasma, constitué de protons et d'électrons, de rayons cosmiques, de toutes ces particules chargées qui pourraient ioniser l'atmosphère, qui pourraient le bombarder, comme nous disons. Mais en fait, Mars a perdu son bouclier protecteur et la majeure partie de son atmosphère. Et en cessant de s'agrandir, la planète a commencé à se refroidir. Le noyau de fer n'était plus en mesure de générer ce champ magnétique. Alors le vent solaire aurait commencé à balayer la surface de Mars. C'est un scénario auquel beaucoup croient. Avec la disparition de l'atmosphère, Mars a perdu son climat tempéré et la pression qui s'exerçait sur elle. Et comme l'eau a besoin de climat tempéré et de pression pour demeurer sous forme liquide, elle a disparu de la surface de la planète. Si vous y mettez une casserole d'eau, celle-ci va s'évaporer très rapidement et essayer de geler en même temps. L'un ou l'autre finira par l'emporter, mais vous ne pourrez pas garder l'eau sous forme liquide. Il serait faux de dire qu'il n'y a absolument pas d'eau sur Mars. Si sous forme liquide elle ne peut rester sur Mars, il en va différemment pour l'eau gelée, la glace. Certains indices laissent penser qu'aujourd'hui encore, des tonnes de glace pourraient être stockées sous les calottes polaires de la planète. Le saint Graal de l'exploration spatiale est peut-être enfermé dans des glaçons. On peut voir ces pôles depuis la Terre avec un simple télescope. Et ils sont sans aucun doute ce qu'on remarque en premier quand on approche de Mars dans l'espace. Les calottes polaires de Mars sont des étendues mystérieuses de neige glacée et tourbillonnante qui recouvrent ces deux pôles. C'est ce que nous appelons de la glace sèche, c'est-à-dire du dioxyde de carbone gelé. L'atmosphère est très fine et presque entièrement composée de dioxyde de carbone, si bien que quand il fait très froid, il se transforme en neige carbonique ou en glace carbonique. Ces calottes polaires toutes blanches offrent un contraste saisissant avec le reste de la planète rouge. Mais ce n'est pas cette concentration de neige carbonique qui intéresse le plus les scientifiques. C'est ce qui se cache peut-être en dessous qui pourrait avoir une importance capitale. Enfouis dans le sol, des millions de tonnes d'eau gelée attendraient, selon certains, d'être découverts. De l'eau gelée invisible à l'œil nu semble étendre ses ramifications dans toutes les directions sur des centaines de kilomètres. Les spécialistes pensent qu'il pourrait s'agir des vestiges de vastes océans. À l'heure actuelle, l'eau est sans doute congelée, formant une sorte de permafrost sous la surface. Mais peut-être y a-t-il eu dans certaines zones de Mars des pressions et des températures qui auraient liquéfié la glace et créé des aquifères, des zones où l'eau peut circuler librement. On voit des cratères. On sait qu'un astéroïde a heurté Mars et projeté en l'air des tas de matériaux. Mais ce n'est pas de la poussière sèche qu'il a dispersée. On n'a pas de débris en rayon autour du point de choc comme sur la Lune. Il a envoyé en l'air un genre de déchet boueux. Notre conclusion est donc que l'astéroïde s'est craché sur de la glace, sur une sorte de toundra analogue au permafrost du nord du Canada. Les vaisseaux spatiaux en orbite autour de Mars ont capté des signes qui tendraient à démontrer la présence d'eau gelée sous les calottes polaires. Les relevés approximatifs des sols ont indiqué un fort niveau d'hydrogène. L'eau est constituée d'une part d'oxygène pour 2 parts d'hydrogène. La présence de glace enfouie dans ces zones semble donc indiscutable. Mais si ces découvertes sont relativement récentes, cela fait plus d'1 siècle qu'on spécule sur la présence d'eau sur Mars.